Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle live conférence consacrée au diabète à l'aube du confinement. Voilà, donc tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien en cette période un petit peu compliquée. Et donc, nous sommes ensemble pour une heure, de 12 à 13 heures. Ceci sera l'occasion de poser toutes vos questions, qu'elles concernent le diabète en période de Covid ou des questions plus habituelles sur le traitement du diabète, le suivi, les objectifs glycémiques ou encore l'obésité. À ce sujet, nous avons posté un article sur la chirurgie bariatrique dans la semaine et je souhaitais répondre à une question d'Eva qui me demandait si nous proposions à l'hôpital de Perpignan la prise en charge des patients obèses qui souhaitent bénéficier d'une chirurgie bariatrique. Donc Eva, oui, l'hôpital de Perpignan opère les patients qui relèvent qui présentent les indications requises pour bénéficier d'une chirurgie bariatrique. Donc, il est possible de réaliser ces interventions à l'hôpital de Perpignan et on propose le suivi qui va avec, pré- et post-opératoire au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations justement sur la chirurgie bariatrique, je vous invite à consulter notre article posté donc, sur le site Diabète 66 et à vous y référer. Alors, est-ce qu'on a des questions? Non, vous me dites bonjour, je vous dis bonjour également et j'attends vos questions. Donc, peut-être en attendant les premières questions, je souhaitais aborder une actualité en matière de diabète qui est peut-être passée inaperçue. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est l'arrivée du système Freestyle Libre 2. Donc, il y a quelques mois. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport au Freestyle Libre qui était déjà commercialisé? Donc, il faut savoir que le Freestyle Libre 2 n'est actuellement pas encore remboursé. Il est disponible à l'achat sur le site internet Freestyle, donc pas en pharmacie. Et il permet une meilleure précision, notamment dans les plages basses de glucose. Voilà, et l'intérêt de ce système, c'est qu'il dispose d'alarmes qui sont optionnelles en cas de glucose bas, de glucose haut ou en cas de perte de signal. Voilà, maintenant, pour pouvoir bénéficier de ce système avec alarme, il faut avoir préalablement téléchargé l'application Freestyle LibreLink sur votre smartphone, puisque ce système ne fonctionne qu'avec le smartphone pour avoir les alarmes. Il fonctionne aussi avec le lecteur. Si vous avez mis à jour votre lecteur, euh, voilà, il va fonctionner comme un Freestyle Libre normal, mais si vous souhaitez bénéficier des alarmes, il faut utiliser votre smartphone et avoir téléchargé l'application Freestyle Libre Link. Voilà, que vous dire d'autre? Voilà, par contre, si ce système vous intéresse, donc je vous ai dit qu'il était disponible sur le site Freestyle libre et qui n'était pas encore remboursé, mais je vous conseille quand même de vous assurer de la compatibilité de votre smartphone avec ce système avant de l'acheter. Alors, avons-nous des questions? Toujours pas. L'autre nouveauté de ce début d'année, vous en avez entendu parler, le Dr Bénichou et le Dr Mortiniera l'ont largement évoqué dans les précédentes e-live, c'est l'arrivée du Forxiga, de la dapagliflozine, qui est un nouvel antidiabétique oral. Il est dosé à 10 mg ici en France, enfin, l'arrivée, le remboursement, puisque c'est un médicament qui était disponible déjà dans plusieurs pays, remboursé dans plusieurs pays, mais pas encore en France. Donc là, il est remboursé et disponible depuis donc, début avril. C'est un médicament, comme je vous l'ai dit, qui est un antidiabétique oral, qui peut aussi être associé à la metformine sous la forme de Xigduo, ça s'appelle Xigduo. Et donc c'est un traitement, quel est l'avantage de ce traitement? C'est qu'il a montré des effets bénéfiques, non seulement en termes d'amélioration de l'équilibre glycémique, avec une réduction de l'hémoglobine glyquée de 0,5 à 1%, des baisses de poids également, donc des pertes pondérales chez des patients qui sont souvent en surpoids. Hein, les diabétiques de type 2 sont souvent en surpoids, et donc on a pu avoir des effets intéressants sur le poids, et notamment des pertes de 2 à 4 kg. Vous avez également des effets intéressants sur la microalbuminurie, sur les baisses de niveau de tension artérielle, puisque c'est un médicament qui entraîne une petite déplétion hydrosodée. Il faut faire attention justement chez les patients âgés et de plus de 65 ans notamment
parce qu'en entraînant cette petite dépression hydrosodée, on peut avoir des déshydratations, des hypovolémies, des déshydratations. Donc, chez les patients qui sont traités par des diurétiques, il faut faire particulièrement attention, surveiller la tension artérielle, les voir cliniquement de manière régulière et puis contrôler aussi les bilans sanguins avec le ionogramme, la fonction rénale. Voilà, un intérêt majeur de ce traitement, c'est aussi un bénéfice en termes de prévention cardiovasculaire. Et une étude a montré qu'on réduisait les hospitalisations pour insuffisance cardiaque chez les patients donc, qui avaient des comorbidités cardiaques associées. Donc voilà l'intérêt de ce traitement. Pour pouvoir en bénéficier, il faut se rapprocher de son diabétologue, puisque à l'heure actuelle, il ne peut être initié que par un diabétologue ou un interniste, et il peut être renouvelé par la suite par votre médecin traitant. Donc, il est indiqué en bithérapie, en association avec la metformine ou en trithérapie. On attend le remboursement en association avec l'insuline. Voilà, il n'a pas encore été étudié, si je ne me trompe pas, avec les analogues du GLP-1. Donc voilà, c'est un traitement intéressant et je pense que ça peut valoir le coup d'en discuter avec votre diabétologue si votre diabète n'est pas équilibré, parce qu'il fait partie maintenant intégrante de l'arsenal thérapeutique chez le diabétique. Allez, je vois qu'on a nos premières questions. Voilà, alors, Christian, j'ai perdu votre question, attendez, excusez-moi, on avait la question de Christian qui parlait des masques, en haut, je pense. Voilà, Christian, vous me dites, bonjour, j'ai entendu parler d'une dotation de masques pour les personnes à risque. Mon médecin me dit que seules les personnes qui ont eu le Covid sont concernées. Avez-vous des informations? Alors, d'après ce que j'ai compris, à partir du 11 mai, il va être possible de prescrire pour les personnes vulnérables des masques. En fait, le médecin peut prescrire des masques pour ces patients vulnérables et vous pourrez en récupérer à votre pharmacie. Voilà, personnes vulnérables, donc ce sont les patients obèses, les patients diabétiques, déséquilibrés ou compliqués ou avec comorbidité. Il y a d'autres facteurs de risque également, l'âge de plus de 70 ans, les antécédents de cancer, les traitements immunosuppresseurs. Voilà, donc normalement, je dis bien normalement, puisque on fait aussi en fonction des dotations et de l'arrivée des masques dans les pharmacies, voilà, vous pourrez bénéficier d'une prescription par votre médecin. Vous pouvez également, depuis quelques jours, acheter des masques en fait en grande surface. Je vous parle de ça parce que je sais que notamment Carrefour propose à l'achat des masques, alors peut-être que d'autres grandes surfaces aussi, hein, je pense que les autres aussi, mais ils proposent depuis 2-3 jours des masques à l'achat. Bon, par contre, ça part très très vite, donc voilà, vous pouvez vous procurer des masques. Certaines pharmacies proposent également des masques en tissu homologués, donc rapprochez-vous, je pense, de votre pharmacie et puis de votre médecin pour une éventuelle prescription. Voilà. Ensuite, alors, je suis diabétique de type 2. Vous êtes sous glucophage galvus. Vous avez de l'atorvastatine pour le cholestérol, du ramipril pour la tension. Voilà, la dapagliflozine agit sur la tension artérielle. Effectivement, ça peut faire baisser la tension artérielle en entraînant justement une baisse, une diurèse osmotique. Est-ce que le nouveau médicament peut permettre de diminuer votre traitement médicamenteux? Alors, donc vous êtes sous glucophage galvus. Il serait intéressant de connaître votre hémoglobine glycée, savoir si cette thérapie vous permet d'être bien équilibré ou pas. Si ce n'est pas le cas, peut-être effectivement envisager un changement de traitement avec votre diabétologue, enfin en discuter en tous les cas, et voir si vous n'avez pas comment dire, si on peut vous recommander ce traitement, parce qu'il faut savoir que ce traitement n'est pas recommandé en cas d'insuffisance rénale et notamment de clairance en dessous de 60 ml minute. On ne peut pas initier la prescription si la clairance est en dessous de 60 et il doit être arrêté dans tous les cas si la clairance est inférieure à 45 parce qu'il ne marche pas dans ces situations-là. Maintenant, si vous avez les indications du traitement, pourquoi pas? Et effectivement, si on initie ce traitement, il faudra surveiller votre tension artérielle et si la tension artérielle baisse, éventuellement arrêter votre traitement antihypertenseur. Maintenant, si vous avez du ramipril-10, peut-être qu'il a été mis également, comme vous êtes diabétique, à visée néphroprotectrice. C'est peut-être que vous aviez un petit peu d'albumine dans les urines et qu'on vous a mis ce traitement pour vous protéger les reins. On peut également mettre ce traitement à visée cardiaque. Donc voilà, ce traitement, s'il a été mis, il
faut voir pourquoi. Si c'était uniquement pour la tension et que la dapagliflozine fait baisser un petit peu la tension, on pourra se permettre de le réduire. De l'arrêter, je ne pense pas, mais peut-être le réduire. Mais s'il a été mis à visée néphroprotectrice ou à visée cardiaque, je pense qu'il faudra le maintenir et faire attention donc à votre niveau tensionnel. Voilà. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que cette dapagliflozine n'est pas recommandée chez les patients de plus de 75 ans. Ensuite, donc, concernant le nouveau médicament, il ne serait pas compatible avec l'insuffisance rénale. Voilà, je viens d'y répondre. Vous êtes diabétique de type 2, insuffisant rénal chronique. Donc, effectivement, vous avez un débit de filtration glomérulaire, donc une clairance à 22 ml/minute. Ce médicament ne peut pas être prescrit chez vous. Alors, Marion, alors, qu'est-ce que je pense de la reprise de l'école pour votre fille diabétique de type 1 sous pompe à insuline? Elle a 12 ans. Donc, il faudrait savoir, en fait, si elle est bien équilibrée. Pourquoi? Parce que les précautions actuellement par rapport aux patients diabétiques, les patients qui sont vulnérables sont les patients qui sont diabétiques déséquilibrés ou associés à des comorbidités ou compliquées. Donc, quand on a une jeune fille comme ça de 12 ans, bon, on sait que les enfants, on n'a pas eu, à ma connaissance, de forme sévère ici en France chez les enfants de moins de 20 ans, les jeunes de moins de 20 ans, maintenant je peux me tromper, mais si elle est diabétique sous pompe à insuline, la première chose à voir, c'est est-ce qu'elle est bien équilibrée ou pas. Si elle est bien équilibrée, je pense qu'en respectant les mesures barrières, elle a 12 ans, donc elle est au collège, elle devrait porter un masque en plus des mesures de protection, donc des mesures barrières que vous connaissez. Il est, je pense, possible de la remettre à l'école. Maintenant, si elle a un diabète qui est totalement déséquilibré, je pense qu'il vaut mieux qu'elle poursuive les cours à la maison. Donc, Ludovic, vous avez des œdèmes des pieds et vous vous demandez si ça peut être lié à l'insuline. Donc, il faut savoir que l'insuline peut entraîner, dans certaines situations, des rétentions hydrosodées, effectivement, favoriser des œdèmes, mais ce n'est pas la seule cause aux œdèmes chez le diabétique. Un diabétique a plus tendance à faire des œdèmes des membres inférieurs. Il faut veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas d'insuffisance cardiaque qui puisse favoriser des œdèmes et veiller également à ce qu'il n'y ait pas de protéines dans les urines, puisqu'on sait que la néphropathie diabétique est une des complications du diabète et qu'elle peut induire des protéinuries. Et dans le cas de protéinuries importantes, on peut voir apparaître des œdèmes au niveau des jambes et qui peuvent se généraliser également. Donc, dans ce cas-là, il est important que vous soyez examiné par votre médecin traitant, qu'il prescrive peut-être un bilan en fonction d'examens cliniques et de l'équilibre de votre diabète, de la durée d'évolution du diabète, et voir si on ne trouve pas de cause, et bien effectivement, peut-être qu'on pourra évoquer l'insuline dans ces œdèmes. Mais ce n'est pas la première étiologie, enfin, c'est pas la première étiologie aux œdèmes chez le diabétique. Il y a quand même un bilan minimal à faire. Alors, Maëva, vous me demandez si les médicaments de substitution pour le diabète sont efficaces. Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît, parce que je ne vois pas de quoi vous parlez quand vous me parlez de médicaments de substitution. Alors, Poupouzi, vous me dites que vous êtes diabétique de type 2 et que vous avez parfois des palpitations, que votre tension est déséquilibrée. Alors, donc les palpitations, il y a plusieurs causes aux palpitations. Si ces palpitations en fait, elles peuvent être régulières, elles peuvent être irrégulières, ça peut exprimer une tachycardie ou pas. Il faut en parler à votre médecin traitant, faire un bilan minimal avec notamment une TSH pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hyperthyroïdie et si besoin, bénéficier d'une consultation cardiologique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trouble du rythme cardiaque à prendre en charge. Votre tension est déséquilibrée, donc si elle est déséquilibrée, faites déjà attention à votre consommation de sel, puisque quand on mange salé, la tension augmente, puisque le sel attire l'eau et on augmente le volume sanguin dans les vaisseaux, donc faites attention au sel. Le sel, vous en trouvez partout dans les plats cuisinés. On en trouve notamment dans la charcuterie, dans le fromage. Donc si vous avez une consommation importante de fromage ou de charcuterie, de plats déjà préparés, essayez de limiter cette consommation. On en trouve aussi dans certaines eaux gazeuses. Voilà, il ne faut pas ressaler les plats non plus. Si vous avez un surpoids ou une obésité, on sait que c'est un facteur de risque d'hypertension artérielle, donc on conseille aux patients de perdre du poids et on sait qu'une perte de poids déjà de 10% du poids de départ permet d'améliorer les chiffres tensionnels.
Il faut faire attention à sa consommation d'alcool. Voilà, limiter la consommation d'alcool. Si vous avez un surpoids, vous êtes plus à risque également de faire un syndrome d'apnée du sommeil. Mais on sait aussi que les diabétiques qui n'ont pas forcément de surpoids sont plus à risque de faire de l'apnée du sommeil. Et on sait que l'apnée du sommeil favorise l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Donc si vous avez tendance à ronfler la nuit, que vous avez un sommeil de mauvaise qualité, que vous piquez du nez dans la journée, que vous êtes fatigué, que vous levez beaucoup pour uriner la nuit, ça peut aussi être l'occasion de dépister un syndrome d'apnée du sommeil et de le traiter afin de limiter en fait cette hypertension artérielle. Maintenant, si on a pris en charge tous ces facteurs et que la tension artérielle reste déséquilibrée, élevée, ben, il faut revoir votre traitement en sachant que voilà, il y a plusieurs types de traitements qu'on peut prescrire chez le diabétique en association. Donc voilà, faire le point avec votre médecin traitant ou votre diabétologue. Donc, alors, Boueni Zakia, vous me dites que vous êtes diabétique, donc vous faites partie des personnes vulnérables et votre employeur a décidé que vous ne repreniez le travail qu'à partir du 2 juin. Donc, vous avez peur de mettre vos enfants à l'école. Voilà. Alors, il n'y a pas de question, je pense que c'est plus un commentaire, mais comme on l'a dit, les personnes diabétiques vulnérables sont les diabétiques déséquilibrés ou les diabétiques qui présentent des comorbidités associées à leur diabète ou des complications. Donc, un patient qui est diabétique, parfaitement équilibré, qui n'a pas d'obésité, pas d'hypertension artérielle, qui n'a pas de complications micro- ou macro-angiopathiques, peut reprendre le travail en respectant les mesures barrières. Maintenant, si vous avez des comorbidités, des complications ou un diabète qui est déséquilibré qui fait que vous êtes à risque d'infection sévère par le Covid, effectivement, il est plus raisonnable de rester en activité partielle. Il est possible en fait de bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire dans ce contexte-là et de maintenir auprès de votre employeur une activité partielle en maintenant un salaire de 84% par rapport à votre salaire net habituel, si je ne me trompe pas. Voilà, vous avez ces renseignements, vous pouvez les trouver sur le site d'amélie.fr. Je pense que vous trouverez les réponses à vos questions. Vous pouvez aussi remettre à votre employeur un certificat d'isolement qui est adressé par l'assurance maladie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense qu'on a fait le point sur ce commentaire-là. Alors, Estelle, qui est infirmière, qui me demande, est-ce que le comptage des glucides permet un meilleur équilibre glycémique? Alors, lorsque l'on compte ses glucides, lorsqu'on est capable de compter ses glucides, notamment dans le diabète de type 1, il est possible de bénéficier d'éducation à l'insulinothérapie fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'insulinothérapie fonctionnelle? C'est comment adapter ces doses d'insuline, et notamment ces bolus d'insuline, en fonction des repas. Donc, si vous êtes capable de compter vos glucides, vous pouvez bénéficier de cette insulinothérapie, de cet apprentissage à l'insulinothérapie fonctionnelle. En pratique, bon, c'est un peu compliqué, mais ça se programme généralement sur une courte hospitalisation où on va d'abord établir votre débit d'insuline de base, que vous soyez sous stylo ou sous pompe à insuline, en faisant une épreuve de jeûne glucidique. Donc, pendant 36 heures, vous ne mangez pas de glucides et on voit quels sont vos besoins d'insuline basale. Et on va ensuite réintroduire progressivement des repas et essayer de calculer la dose adéquate. Donc, par exemple, pour 10 grammes de glucides, on vous dira le matin, le midi ou le soir, il vous faut tant d'unités. Quand on participe à ce système-là, on est aussi capable de vous dire, voilà, une unité d'insuline va faire descendre votre glycémie de temps. Et on peut aussi vous dire que 5 grammes de glucides vont faire remonter la glycémie de temps. Donc, c'est une particularité intéressante, c'est une prise en charge qui peut être intéressante lorsqu'on est diabétique insuliné, notamment chez les types 1. Les types 2 peuvent aussi en bénéficier, mais c'est vrai qu'on a plus de diabétiques de type 1 sous insulinothérapie fonctionnelle. Et ça permet surtout d'améliorer en fait le confort, la qualité de vie. On espère effectivement, quand on participe à ce programme-là, quand on a un déséquilibre de diabète, améliorer aussi l'équilibre glycémique, mais c'est surtout au niveau de la qualité de vie. Alors, donc Nathalie, vous avez un diabète équilibré.
avec, je pense, une hémoglobine glycée à 6,6%, donc ce qui est très bien. Vous pouvez sortir avec un masque en toute tranquillité, mais vous avez très peur d'attraper le virus. Bon, il faut savoir que lorsque vous avez un masque, vous êtes quand même protégé, surtout si la personne qui est en face de vous porte un masque également. On considère qu'il y a quand même une protection qui est assez efficace par un masque chirurgical. Maintenant, il faut aussi respecter les autres mesures barrières, notamment le lavage des mains, la désinfection par gel hydroalcoolique, la distanciation sociale. Donc ça, c'est très important. On voit que le confinement a permis de réduire nettement la contagiosité et la transmission du virus, puisque vous savez qu'on est passé, lorsqu'on n'était pas en période de confinement, d'AR0 qui était autour des 2,3 et là, on est plutôt autour des 0,45, si je ne me trompe pas, 0,45, 0,50, ce qui veut dire que toutes ces mesures barrières et le confinement ont quand même eu des effets favorables sur la transmission du virus. Donc, je pense que si vous avez un diabète qui est bien équilibré, que vous avez un masque et que vous respectez les mesures barrières, donc vous pouvez vous tranquilliser. Alors, Christian, vous me dites que vous êtes jeune diabétique depuis 3 mois. Comment savoir si vous êtes déséquilibré? Comment savoir si votre diabète est déséquilibré? Alors, il y a plusieurs façons de savoir si un diabète est équilibré ou pas. La première solution, c'est les contrôles glycémiques. Se contrôler soit au bout du doigt, soit pour les gens qui bénéficient de plus de 3 injections d'insuline par jour, vous pouvez bénéficier du capteur Freestyle, donc le capteur que l'on pose au niveau du bras et on scanne et ça vous permet d'avoir le taux de glucose au moment où vous scannez et la courbe des 8 dernières heures. Donc, ça, c'est une première façon de savoir si on est équilibré. Tout le monde ne bénéficie pas d'un système d'autosurveillance. Les patients qui n'ont pas de traitement antidiabétique susceptible de provoquer des hypoglycémies, tels que les sulfates d'hypoglycémiants, l'insuline, n'ont pas de remboursement par la sécurité sociale pour un système d'autosurveillance. C'est-à-dire que si vous avez uniquement de la metformine ou un analogue du GLP-1, par exemple Trulicity, ou Ozempic, ou ce qu'on appelle les inhibiteurs des DPP4, Januvia, Onglyza, Galbus. Si vous avez uniquement ces traitements-là, la sécurité sociale ne rembourse pas le lecteur de glycémie. Donc, dans ce cas-là, vous allez savoir que vous êtes équilibré ou pas en faisant tous les 3 mois une hémoglobine glyquée à votre laboratoire. L'hémoglobine glyquée, c'est le reflet de l'équilibre glycémique des 3 derniers mois. Et on considère qu'un patient diabétique est équilibré si l'hémoglobine glyquée est inférieure à 7%, inférieure ou égale à 7%. Ça, c'est dans la majorité des cas. Pour les gens pour les patients qui ont un diabète qui évolue depuis peu et qui n'ont aucune complication, on va fixer un objectif d'hémoglobine glyquée inférieur ou égal à 6,5%. Voilà, c'est aussi le cas des femmes enceintes, enfin des femmes en préconceptionnelle. Lorsqu'elles souhaitent, des femmes diabétiques qui souhaitent avoir une grossesse, on visera une hémoglobine glyquée inférieure ou égale à 6,5% en préconceptionnelle. Voilà, donc l'hémoglobine glyquée participe à, comment dire, l'hémoglobine glyquée est un reflet de l'équilibre glycémique. Maintenant, il faut savoir que l'hémoglobine glyquée seule n'est pas suffisante chez les patients qui ont une grosse variabilité glycémique. En général, les diabétiques de type 2 qui sont uniquement sous metformine ou sous analogue du GLP-1 ou sous inhibiteur des DPP4, là, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de grosse variabilité glycémique. Si l'hémoglobine glyquée est bonne, le diabète est a fortiori bien équilibré. Maintenant, un diabétique de type 1 qui a une grosse variabilité glycémique, donc le diabétique de type 1 insuliné qui a une grosse variabilité glycémique, ça veut dire qu'il peut faire des hypos, des hyper, voilà, de gros hypos, de gros hyper qui vont se compenser, enfin qui vont finalement se traduire par une hémoglobine glyquée plutôt moyenne entre comment dire, l'hypo et l'hyper. Donc l'hémoglobine glyquée peut être à 7% chez un diabétique de type 1, mais s'il a une grosse variabilité glycémique avec des hyper qui alternent avec des hypos, l'équilibre glycémique, là, on ne peut pas dire qu'il est satisfaisant. Donc c'est là qu'intervient la notion du temps passé dans la cible. Le temps passé dans la cible, c'est le temps pendant lequel le patient va être dans sa cible glycémique, en général 0,80 à 1,80. Si ce temps passé dans la cible est important, est élevé, à ce moment-là, on peut considérer que le diabète est bien équilibré. Si maintenant ce temps passé dans la cible est faible, le diabète n'est pas bien équilibré, il faut revoir le traitement. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Christian. Bon, j'imagine que vous êtes diabétique de type 2 depuis 3 mois et que vous êtes uniquement sous antidiabétiques oraux, donc là, l'hémoglobine glyquée suffit. Ah, pardon, vous êtes de type 1. Donc, si vous êtes de type 1,
Christian, vous devez normalement avoir un lecteur de glycémie pour surveiller vos glycémies. Et là, vous pouvez savoir en fait avec votre lecteur si vous êtes dans vos objectifs ou pas, en sachant que pour la majorité des patients, on va considérer que le patient est bien équilibré s'il est entre 0,80 et 1,3 g par litre avant les repas, donc en préprandial. Pour certaines équipes, c'est plutôt 0,70 à 1,20, donc ça dépend des équipes, mais fixons 0,80 à 1,30. Si vous êtes entre 0,80 et 1,30 en préprandial, c'est bien. Si vous êtes entre 1,30 et 1,60, voire 1,80 en postprandial, c'est-à-dire 2 heures après les repas, c'est bien également. Alors, Christelle, vous me demandez si vous devez faire obligatoirement un test pour le Covid avant votre reprise le 2 juin ou pas. Alors, c'est une bonne question. Donc, quand on parle de test pour le Covid-19, il y a plusieurs tests. Donc, il y a ce qu'on appelle la PCR. La PCR permet de détecter le matériel génétique, donc l'ARN du virus. La PCR n'a d'intérêt que si le patient présente des symptômes, puisqu'elle permet de diagnostiquer une infection Covid au moment où le patient est vu avec des symptômes. Il y a également les tests sérologiques. La sérologie va permettre de dire si vous avez été en contact avec le virus. Et si vous avez été en contact avec le virus et que vous avez présenté des anticorps, cette sérologie va se positiver. C'est-à-dire qu'une sérologie vous dit si des anticorps contre le Covid sont apparus ou pas. Il y a également les tests de diagnostic rapide. On n'en parlera pas, il n'y a pas eu de choses publiées, enfin en tous les cas de recommandations publiées dessus. On sait, enfin là, si ça vous intéresse, l'HAS a publié justement un rapport. Il a publié un rapport le 1er mai, donc c'est tout récent, sur la place des tests sérologiques dans l'infection Covid-19. Donc, ce que nous dit ce rapport, c'est qu'actuellement, il n'y a pas d'intérêt à réaliser un dépistage systématique chez des patients à risque ou chez soignants ou voilà, enfin, il n'y a pas en tous les cas, il n'y a pas d'intérêt à réaliser un dépistage systématique par un test sérologique. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la prévalence actuellement du Covid-19 est faible. Qu'est-ce que c'est que la prévalence? C'est la proportion de personnes atteintes par la maladie dans une population donnée. Et que quand cette prévalence est faible, la valeur prédictive positive d'un test, qu'est-ce que c'est que la valeur prédictive positive? C'est la probabilité que le sujet soit malade si le test est positif, que cette valeur prédictive positive sera faible lorsqu'on est en situation de faible prévalence. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on ne sait pas à l'heure actuelle si les anticorps qui apparaissent lorsqu'on a été en contact avec le Covid-19 sont neutralisants, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont immunisants pour la suite? Est-ce que s'il y a des anticorps, on est susceptible est-ce qu'on est guéri, on ne refera pas l'infection par la suite, ou est-ce que ces anticorps ne sont pas immunisants et on peut quand même refaire une infection plus tard? Donc, pour ces deux raisons, l'HAS ne recommande pas actuellement un dépistage de masse. Par contre, là où la sérologie est intéressante, c'est lorsqu'on a eu des patients symptomatiques, donc avec des symptômes de Covid-19, qui ont eu une PCR négative, et donc on veut savoir si ils ont été réellement infectés par le virus. Et là, ça peut permettre de rattraper certains diagnostics négatifs avec une sérologie positive. Maintenant, si on arrive un petit peu trop tard par rapport aux symptômes, par exemple un patient quand il est hospitalisé dans les 7 jours, la PCR a tout son intérêt. Si elle est négative, on rattrapera avec une sérologie. Si maintenant le patient arrive plus tard que les 7 jours, on peut en fait à ce moment-là réaliser une sérologie et si celle-ci est positive, ça nous confirmera l'infection Covid-19 chez le patient. Voilà, j'espère avoir été clair sur cette question. Alors, Val du Sar, vous me demandez comment faire pour réduire les compulsions alimentaires émotionnelles les après-midi, si j'ai bien compris. Alors, effectivement, la compulsion alimentaire, c'est problématique, surtout en période de confinement. Une compulsion, c'est lorsqu'on a des troubles du comportement alimentaire, elles peuvent être sucrées ou salées, donc on va commencer à se mettre à manger et on ne peut pas s'arrêter sur certains aliments.
Donc, comment gérer ces compulsions en période de confinement, c'est compliqué, je reconnais. Il faut peut-être faire, dès que cela sera possible, un travail psychologique. Nous, on a ici une équipe de diététiciennes, de psychologues qui travaillent en fait sur les troubles du comportement alimentaire et qui peuvent aider en fait à la gestion des compulsions alimentaires. Donc, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais peut-être se rapprocher de votre médecin ou de votre endocrinologue et voir si on peut vous aider à prendre en charge ces compulsions. Il faut savoir pourquoi on a ces compulsions. Souvent, effectivement, comme vous le dites très bien, il y a un facteur émotionnel sous-jacent et peut-être que c'est ce facteur émotionnel qu'il faut prendre en charge, savoir pourquoi. Est-ce que ça peut être une rupture, ça peut être un isolement social, ça peut être plein de choses. Et à ce moment-là, il faut traiter en fait le problème de base pour pouvoir améliorer ces compulsions. Après, vous pouvez aussi essayer de ne pas acheter les aliments sur lesquels vous avez tendance à craquer. Si vous craquez sur le chocolat, évitez, parce que vous allez faire les courses, d'acheter beaucoup de chocolat parce que vous savez que vous risquez de craquer dessus. Voilà, mais je pense que le travail psychologique est vraiment important. Le travail psychologique et diététique est important. Alors, donc Fadia, vous me dites que vous êtes diabétique de type 2 et que vous jeûnez pendant le mois de Ramadan, mais vous vous retrouvez avec des glycémies supérieures à 2 grammes, alors que vous pensiez que votre glycémie allait être équilibrée parce que vous mangez moins. Vous êtes sous traitement par metformine. Alors, il faut savoir que le Ramadan, vous pouvez effectivement le faire, sauf si votre état de santé prime. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut, il faut quand même faire, faire primer son état de santé et s'il y a des risques à faire le jeûne. Maintenant, si votre glycémie est supérieure à 2 grammes, alors quand est-ce que vous prenez votre glycémie? Est-ce que vous la prenez pendant la période de jeûne dans la journée ou est-ce que vous la prenez en fait après, quelques heures après un repas? Parce que si le repas que vous faites hors de période de jeûne est plus conséquent, plus riche en glucides, ça peut expliquer que votre glycémie soit un peu plus élevée à ce moment-là. Et avec le jeûne, elle va redescendre. Si vous constatez que vos glycémies sont régulièrement supérieures à 2 grammes alors que votre diabète est bien équilibré auparavant, ça vaudrait peut-être le coup de voir s'il n'y a pas de facteur intercurrent qui puisse expliquer le déséquilibre glycémique, et notamment un facteur infectieux, être sûr qu'il n'y ait pas de fièvre, de rhinite, de symptômes d'infection qui puissent expliquer le déséquilibre. Ça peut être aussi le confinement qui fait que vous avez moins d'activité physique et que peut-être, moins d'activité, la glycémie monte. Ça peut être aussi d'autres facteurs tels que le stress, l'irritabilité qui peuvent faire monter la glycémie. Si cette glycémie reste élevée et ne redescend pas, et dans ce cas-là, si ça persiste au long cours, peut-être qu'il faut revoir votre traitement, surtout si l'hémoglobine glycée est élevée. Donc, Winnie, Zakia, vous avez une autre question. Ah, vous voulez que je vous explique le diabète maudit. Vous étiez hospitalisé en octobre à 12 d'hémoglobine glycée avec un test d'anticorps. On vous a dit que vous étiez diabétique maudit. D'accord. Alors, en fait, je vous dis déjà, ça ne s'écrit pas comme ça. Vous m'avez écrit maudit M-A-U-D-I-T. Donc, en fait, ce maudit, ça ne veut pas dire malédiction. D'accord? Il faut bien préciser les choses. Quand on parle de diabète maudit, c'est M-O-D-Y. Alors, l'accent anglais, excusez-moi, je vous ai parlé de la traduction anglaise, mais c'est un diabète, en fait, d'origine monogénique qui survient généralement chez les personnes jeunes à des niveaux plus ou moins élevés de glycémie et qui, en fait, vont avoir, selon le type maudit, vous pouvez avoir plusieurs types de diabète maudit, les plus fréquents étant le diabète maudit 2 et diabète 3, ils vont avoir une expression différente en termes de déséquilibre glycémique, de complications ou pas. Alors, c'est un diabète qu'il faut prendre en charge comme tout diabète. Donc, s'il y a besoin d'un traitement parce que les glycémies, l'hémoglobine glycée sont élevées, il faut le traiter. Maintenant, on vous a peut-être parlé de diabète maudit parce que vous aviez des anticorps du diabète de type 1 qui étaient négatifs, que votre profil n'évoquait pas un diabète de type 2. On rappelle que le profil typique du diabète de type 2, c'est le patient âgé de plus de 40-50 ans, qui est en surpoids ou en obésité et qui va en fait répondre à la diététique, au traitement non insulinique, alors que le diabète de type 1 arrive généralement chez un sujet plus jeune, de moins de 30
ascendant, qui est plutôt mince, et pour lequel le traitement, en fait, le traitement efficace, si on passe, j'en parlerai pas de la période de miel, c'est l'insuline. Maintenant, si ce n'est ni un type 1 ni un type 2, effectivement, il faut chercher un autre type de diabète. Les diabètes de type maudit sont des diabètes monogéniques, c'est-à-dire qu'ils impliquent un gène, en fait, c'est un gène qui est à l'origine de l'hyperglycémie, alors que les diabètes de type 2 sont d'origine polygénique, c'est plusieurs gènes. Et ce sont des diabètes qui vont toucher plusieurs personnes d'une famille. Donc, ils se transmettent en général sur plusieurs générations. Donc, si dans votre famille, il y a plusieurs personnes diabétiques, que vous êtes plutôt jeune, et ben on vous a parlé du diabète maudit. Et dans ce cas, on confirme avec une analyse génétique. Ce n'est pas avec des anticorps, mais c'est une prise de sang qui permet en fait de faire une recherche génétique. Et on peut à ce moment-là vous préciser quel est le diabète, quel est le type de diabète maudit. Vous aviez une hémoglobine glyquée à 12%, donc j'imagine qu'on vous a traité, et après, il faut recontrôler l'hémoglobine glyquée à 3 mois. Alors, donc Marie, vous demandez si en cette période particulière, donc à l'aube du déconfinement, vous pouvez vous rendre à l'hôpital pour vos consultations sans risque en tant que diabétique de type 2 sous pompe omnipode. Vous avez une hémoglobine glyquée à 9,3%. Donc, je pense qu'il est important chez vous, vu que votre diabète est déséquilibré, d'agir sur ce déséquilibre de diabète. Si votre diabète est déséquilibré sous pompe, que vous n'arrivez pas à ajuster vos débits à la maison, il est important que vous consultiez votre diabétologue. Pas parce qu'on est en période de Covid qu'il faut arrêter tous les soins nécessaires. On s'est rendu compte qu'il y avait plus d'infarctus du myocarde à domicile parce que les patients hésitaient à consulter et à se rendre aux urgences parce qu'ils avaient peur d'attraper l'infection à coronavirus. Donc, je pense qu'il faut garder à l'esprit que les autres pathologies continuent d'exister. Et si un diabète est déséquilibré, on peut aussi développer des complications d'un diabète déséquilibré. Non seulement vous avez plus de risques de faire une infection Covid sévère si votre diabète est déséquilibré, mais vous avez aussi plus de risques de complications micro- et macro-angiopathiques. Donc, pour ces raisons, il est important que vous consultiez, au moins par téléphone, s'il est possible d'ajuster votre traitement par téléphone ou en téléconsultation visuelle si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, il est important que vous rendiez à l'hôpital. Je pense que le mieux, c'est d'appeler votre diabétologue, d'en discuter avec lui. Et si lui juge qu'il est important qu'il vous voie en consultation présentielle, à ce moment-là, vous prenez toutes les mesures barrières, le masque, la désinfection des mains au gel hydroalcoolique, les distanciation sociale, et il ne devrait pas y avoir de problème dans ces situations-là. Il est même possible de vous hospitaliser si nécessaire. Sachez que toutes les mesures de précaution sont prises à l'hôpital, que actuellement les chambres sont des chambres seules, il n'y a plus de chambres doubles dans la mesure du possible. Donc ça nous permet en fait de continuer à prendre en charge des déséquilibres de diabète lorsque cela est nécessaire. Donc voilà, il ne faut pas hésiter en tous les cas à appeler votre médecin traitant ou votre diabétologue pour discuter de la meilleure prise en charge. Alors, donc, Maëva, vous me dites que vous êtes diabétique de type 2, que le médecin vous a prescrit un médicament et à la pharmacie, il réclame une ordonnance motivée par votre diabétologue. Alors, il faut savoir en fait ce qu'est ce médicament, parce qu'il y a certains médicaments qui ne peuvent être prescrits, enfin qui ne peuvent être initiés que par un diabétologue, effectivement, notamment le Forxiga, le nouveau médicament. Maintenant, si on vous a donné un médicament de substitution, c'est certainement pas le Forxiga. Alors, je ne sais pas ce que votre traitant vous a prescrit. Ce serait à préciser. Alors, Marie-Vonne, vous me dites que vous êtes diabétique de type 2, que vous ne pouvez pas sortir du déconfinement, vous ne pourrez pas sortir lors du déconfinement, probablement que vous êtes donc à risque. Est-ce que votre famille peut venir vous voir? Alors, si votre famille vient vous voir, il faut respecter les mesures barrières, c'est-à-dire masque dans la mesure du possible, ne pas, voilà, pas d'embrassade, essayer de respecter les distanciations sociales. Alors ça, c'est vrai que c'est compliqué hein, quand on est dans un petit appartement et qu'on veut faire un repas de famille, c'est pas toujours évident. Et puis se laver les mains fréquemment. Donc surtout si votre famille a de la fièvre ou des signes infectieux qui ne viennent pas vous voir, ça c'est je pense la question ne se pose pas. Maintenant, si tout va bien, effectivement, je pense qu'ils peuvent quand même venir vous voir, mais en respectant toutes ces mesures barrières.
Donc, Pascal, vous me dites que vous êtes diabétique de type 2 et vous voulez savoir si vous pouvez reprendre le travail lundi 11. Donc, on en a déjà parlé. Les diabétiques à risque sont les diabétiques déséquilibrés, avec comorbidité ou qui ont des complications ou en cas d'obésité. Donc, si vous avez ces facteurs-là, déséquilibre, comorbidité, complications associées, je pense qu'il est préférable de ne pas reprendre le travail le 11. Maintenant, si votre diabète est bien équilibré, en respectant les mesures barrières, vous pouvez reprendre le travail. Alors, Stéphanie, vous me dites que vous êtes infirmière, hémoglobine glyquée, vous êtes diabétique de type 1 avec hémoglobine glyquée à 8,4%, vous êtes hypertendu et obèse, donc on vient d'en parler, hein, je pense qu'il est préférable que vous ne repreniez pas le travail, surtout que vous êtes à risque, vous êtes en contact en plus avec des patients dont certains sont susceptibles d'être porteurs du Covid-19, donc pour vous, à l'heure actuelle, il est préférable de ne pas reprendre le travail dans ces conditions. Alors, donc Florence, vous me dites qu'une patiente sous pompe qui va bientôt accoucher et elle demande si elle pourra allaiter en cette période de Covid. Est-ce qu'il y a un risque quelconque? Donc, évidemment qu'elle pourra allaiter en cette période Covid si elle ne présente pas le Covid-19. Elle est sous pompe à insuline, donc bon, elle maintiendra de toute façon les diabétiques de type 1, j'imagine. Non, pas, vous ne dites pas non, mais si elle est diabétique, qu'elle soit type 1 ou type 2, elle maintient sa pompe à insuline pendant l'allaitement. Si elle ne présente pas de signes infectieux, elle peut allaiter son bébé. Voilà. Donc, Boubou, vous me dites que vous avez une microalbuminurie à 13 mg par litre, avec un rapport microalbuminurie sur créatininurie à 12. Est-ce normal? Alors, il me faudrait les normes de votre laboratoire. Non, je pense oui. Vous êtes à 13 mg par litre et vous êtes à 12 de rapport. Donc, c'est bon. La microalbuminurie est normale. Vous êtes diabétique de type 2, glycémie à 1,26, hémoglobine glyquée à 6,5%, et vous continuez à prendre le glucophage. Et vous continuez à prendre le glucophage parce que c'est grâce au glucophage que vous avez une hémoglobine glyquée à 6,5%. Si vous arrêtez votre glucophage, votre diabète risque de se déséquilibrer. Donc, je vous conseille, là, vous êtes bien équilibré sous glucophage, continuez à prendre votre traitement tel quel. Alors, Béatrice, vous êtes diabétique depuis 33 ans, de type 2, insuffisante rénale modérée. Est-ce que vous pouvez sortir, faire vos courses seul, avec masque, gants, et vous avez une hémoglobine glyquée à 7,7%? Alors, si, Béatrice, si il y a possibilité d'envoyer un autre membre de votre famille faire les courses, je pense que c'est toujours préférable. Si vous êtes seul, eh bien, vous pouvez faire vos courses. Hein, de toute façon, on est bien obligé de faire ses courses en respectant les mesures barrières, masque, ça me semble bien. Les gants, si vous l'avez, on parle de gants, mais gants, finalement, ce n'est pas la mesure essentielle. Hein. On rappelle que la mesure essentielle, c'est vraiment le lavage des mains, les infections au gel hydroalcoolique. Parce que les gants, vous allez toucher avec vos gants les produits, vous pouvez contaminer avec des gants. Maintenant, à partir du moment où vous enlevez vos gants, n'oubliez pas de vous désinfecter, de vous laver les mains. Mais ça me semble possible. Si vous êtes seul, que vous n'avez pas possibilité d'envoyer quelqu'un d'autre faire les courses, eh bien, allez-y avec les mesures de protection. Alors, Mourad, vous êtes diabétique de type 1. Vous ne sentez pas les signes d'hypoglycémie. Alors, je ne comprends pas tout à fait votre question. Vous sentez normal, mais quand vous contrôlez, vous êtes à 2,5 grammes. D'accord. Donc, si vous ne sentez plus vos signes d'hypoglycémie, c'est que peut-être vous présentez des hypoglycémies depuis longtemps. L'habitude, hein, quand on est en hypoglycémie depuis longtemps, tous les signes qu'on appelle les signes adrénergiques, les palpitations, les sueurs, les fringales, les tremblements, ces signes-là ont tendance à disparaître. Donc, comment faire en sorte que ces signes reviennent pour vous alerter? Il faut essayer de viser des objectifs glycémiques pendant quelques temps, un peu moins stricts. Donc, si par exemple, on vous fixe un objectif entre 0,80 et 1,30 avant les repas, essayez pendant quelques temps de vous mettre plutôt entre 1 gramme et 1,40 g avant les repas et entre 1,40 et 1,80 après les repas. En réévaluant ces effets à la hausse et en essayant d'être un petit peu plus haut, pas trop non plus, hein, on ne vous demande pas d'être à 2 grammes, 2,50 g en permanence, mais en essayant de réévaluer ces objectifs à la hausse, les signes adrénergiques d'hypoglycémie devraient revenir peu à peu et pourraient vous alerter
en cas d'hypo. Maintenant, pendant cette période-là, qui est un peu compliquée pour vous parce que vous ne sentez pas les hypos, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de vous contrôler régulièrement. Si vous avez un capteur de glycémie en continu, que ce soit un capteur Enlight, Dexcom ou Freestyle Libre, vous avez la possibilité de vous surveiller régulièrement. Donc, si jamais vous avez le Freestyle Libre, scannez-vous le plus régulièrement possible, regardez vos courbes pour voir quelles sont les périodes où vous avez tendance à être le plus souvent en hypoglycémie afin de pouvoir réguler le traitement, les hypos, enfin, les glycémies et le traitement. Voilà. Alors, Sonia, vous dites que 2 heures après le petit déjeuner, café noir et tranche de pain complet avec du beurre, vous êtes monté à 2,30. Est-ce que c'est normal? Vous avez une hémoglobine glycée à 7,7%. Alors, il faut savoir que chez le diabétique, la glycémie de 10 heures, la glycémie 2 heures après le petit déjeuner, la plupart du temps, est la plus élevée. Ceci est lié en fait à ce qu'on appelle le phénomène de l'aube, c'est-à-dire que le foie produit du sucre dans la nuit et le matin, en fait, la glycémie du diabétique est généralement la plus élevée et après le petit déjeuner, elle est encore plus élevée. Bon, vous buvez un café noir sans sucre et une tranche de pain complet. Donc, vous faites ce qu'il faut. Vous mettez du beurre, ça allonge la durée d'absorption du sucre. Donc, au niveau de votre petit déjeuner, le petit déjeuner, pour moi, la composition n'est pas, comment dire, c'est pas une erreur. Maintenant, vous montez à 2,30 g. Alors, 2,30 g, c'est un petit peu élevé. L'hémoglobine glycée, elle n'est pas parfaite, elle est à 7,7%. Donc, peut-être qu'il faudrait revoir votre traitement. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir dans la journée comment évoluent vos glycémies, puisque la plupart du temps, chez le diabétique de type 2, qui n'a pas de problème de sécrétion d'insuline, la glycémie vers 17-19 heures est la plus basse. Donc, si vous arrivez à compenser cette hyperglycémie dans la journée, c'est plutôt bien. Maintenant, comme je vous dis, l'hémoglobine est un petit peu élevée, donc je pense que ça vaudrait le coup d'en reparler à votre médecin et de voir s'il n'y a pas de nécessité, surtout si ça fait plusieurs prélèvements que l'hémoglobine est un peu élevée, d'optimiser votre traitement. Alors, Briator, Lionel, vous me dites que vous n'arrivez pas à descendre en dessous des 2,70 g, vous avez un comprimé tous les midis et c'est du glimépiride. Donc, vous n'arrivez pas à descendre en dessous de 2,70 g, ça veut dire que votre diabète est déséquilibré. Le glimépiride, c'est un des traitements, c'est la marelle, hein, c'est l'un des traitements du diabète, mais visiblement, chez vous, ce n'est pas suffisant. Alors, est-ce que vous faites attention à la diététique? La première chose à voir, c'est déjà, est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez? Parce que si vous mangez sucré ou beaucoup de féculents, ça peut faire monter votre glycémie. Si par contre vous faites déjà attention à la diététique et que vous faites un peu d'activité physique, alors en période de confinement, ce n'est pas toujours évident, mais si vous avez déjà des mesures hygiéno-diététiques qui sont adaptées, votre plan n'est pas suffisant. Il faut rappeler votre médecin traitant ou votre diabétologue pour revoir votre traitement, voir s'il faut augmenter les comprimés, majorer les comprimés, ou si vous avez d'autres médicaments déjà à dose maximale, peut-être passer à de l'insuline selon votre profil, ou des analogues du GLP-1, ou le nouveau médicament, le Farxiga. Donc il y a plein d'alternatives thérapeutiques. En fonction du déséquilibre de votre diabète, de votre profil, on pourra vous proposer le meilleur traitement pour vous. Alors, oui, celle-ci, je viens d'y répondre. Donc, Marie-Christine, vous me dites que vous êtes diabétique de type 2 avec obésité. Pouvez-vous reprendre le travail? Vous ne pouvez plus ne rester à la maison. Alors, malheureusement, je pense que si vous êtes diabétique de type 2 avec obésité, vous êtes quand même à risque. Donc, ça fait partie du profil des personnes vulnérables. Je pense qu'il serait préférable de rester chez vous et de demander en fait à votre employeur peut-être le maintien en activité partielle. Voilà. Maintenant, on n'oblige pas les patients, mais par sécurité, je pense qu'il serait préférable de rester à la maison. Mokebi, vous me dites que vous êtes diabétique de 4 ans. Vous êtes sous régime, vous ne prenez pas de médicaments, vous avez une glycémie réglée, donc je pense que vous êtes bien équilibré avec une hémoglobine glycée effectivement qui est parfaite à 6,3%. Mais ce qui vous a surpris pendant ce confinement, c'est que votre glycémie est montée à 1,35 avec hémoglobine glycée à 6,9%. Effectivement, le confinement, pendant la période de confinement, on a fait moins d'activité physique, donc ce qui peut expliquer que votre diabète, vos glycémies soient un petit peu montées. Maintenant, rassurez-vous, 1,35 g de glycémie à jeun et une hémoglobine glycée à 6,9%, c'est loin d'être la catastrophe. À mon sens, là, vu vos chiffres, il n'y a pas besoin de mettre en place de traitement. On va voir ce que ça donne avec le déconfinement. Votre hémoglobine glycée augmente au-delà des 7%
par la suite, il faudra mettre en place un traitement. Si maintenant l'hémoglobine glyquée reste en dessous des 7%, moi, je n'aurais pas tendance à mettre de traitement tant que vous n'avez pas pris une activité physique régulière. Alors, donc votre fils de 15 ans, Caroline, est diabétique de type 1 et il devait reprendre le collège début juin. Vous ne souhaitez pas qu'il y retourne. Alors, est-ce que votre choix peut se défendre auprès de votre employeur? Oui, votre choix peut se défendre auprès de votre employeur, puisque votre fils est une personne. Alors, ça tout dépend de l'équilibre glycémique. Hein. Si effectivement l'hémoglobine glyquée est élevée, on peut considérer que son diabète n'est pas équilibré, qu'il est une personne vulnérable. Donc, vous pouvez défendre votre choix en disant que vous êtes au même vous êtes à domicile avec votre fils qui est en fait une personne vulnérable et que de toute façon lui, comment dire, peut maintenir le confinement pour des raisons sanitaires. Donc, je pense que vous pouvez justifier votre choix comme ça. Alors, donc, vous êtes Béatrice, vous êtes diabétique de type 2, 60 ans, insuffisance rénale modérée. Est-ce que vous pouvez prendre la garde de votre petit-fils chez vous jour et nuit? Il a 11 ans. Alors, donc, on a dit pendant un certain temps que les enfants étaient vecteurs du virus, qu'ils avaient des formes possibles, voire asymptomatiques, et qu'ils propageaient le virus. On revient dessus maintenant en disant que finalement, ils ne sont pas si vecteurs que ça. Maintenant, Béatrice, moi je pense que vous êtes une personne à risque. Vous êtes diabétique de type 2, vous avez 60 ans, vous n'êtes pas âgé de plus de 70 ans, mais vous êtes diabétique de type 2, vous êtes quand même insuffisante rénale. Voilà. Après, je ne sais pas quel est votre équilibre glycémique, quel est votre poids. Si vous êtes en obésité et si vous êtes déséquilibré, vous êtes plus à risque. Votre petit-fils, je ne sais pas s'il va reprendre l'école ou pas. S'il reprend l'école, je pense qu'il est préférable de ne pas le garder parce que il y a quand même un risque en reprenant comment dire, des contacts, en prenant l'école, il va être forcément en contact avec d'autres enfants, même si les enfants ne sont plus aussi vecteurs qu'on l'a pensé au départ, il y a quand même un risque d'attraper le coronavirus et puis de vous le transmettre si vous le gardez jour et nuit. Donc, moi, j'aurais tendance à être quand même prudente par rapport à ça. Voilà, surtout s'il reprend l'école, de faire attention à peut-être, moi je ne le garderai pas voilà, dans cette situation-là. On peut peut-être en reparler avec votre poids, votre équilibre glycémique, mais j'aurais tendance à être un peu plus prudente. Esther, vous me dites que vous êtes diabétique sous insuline, vous faites quelquefois des hypos, notamment la nuit, pendant plusieurs heures, sans vous en rendre compte. Que faire? Alors, si vous êtes diabétique sous insuline, Esther, ce serait intéressant de savoir combien d'injections d'insuline vous avez par jour. Est-ce que vous êtes sous schéma discontinu? Est-ce que vous avez une pompe? Si vous avez plus de 3 injections par jour d'insuline ou que vous êtes sous pompe, vous pouvez bénéficier du capteur Freestyle libre, remboursé. En sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors avant d'en parler, avant de parler du Freestyle libre, déjà le Freestyle libre, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet d'enregistrer toute la nuit votre taux de glucose interstitiel et le matin, quand vous vous réveillez, si les hypoglycémies ne vous ont pas réveillé, vous allez pouvoir voir si vous avez passé la nuit en hypo ou pas. Et vous allez donc pouvoir agir et adapter le traitement. Ça, c'est une première chose. Si vous souhaitez avoir des alarmes par rapport à vos hypoglycémies, vous pouvez, si cela est possible pour vous, acheter le dispositif, les capteurs Freestyle Libre 2 sur le site et télécharger l'application Freestyle Libre Ligne sur votre smartphone qui va vous permettre de bénéficier, enfin, vous allez pouvoir bénéficier d'alarmes si vous paramétrez le système voilà, tel que vous souhaitez en cas d'hypo, vous allez pouvoir bénéficier d'alarmes en cas d'hypoglycémie. Donc, à partir du moment où le capteur va détecter une hypoglycémie, vous allez avoir une alarme sur votre téléphone qui va pouvoir vous réveiller. Vous allez pouvoir comment dire, réagir en temps et en heure. Maintenant, si vous êtes pompe à insuline déséquilibrée, que vous avez fait, alors déséquilibrée soit avec une hémoglobine glycée à plus de 8%, soit que vous avez fait des hypoglycémies sévères qui ont nécessité un resucrage par un tiers et que vous bénéficiez d'une pompe à insuline depuis plus de 6 mois, vous avez la possibilité de bénéficier d'un capteur en association à la pompe 640G, donc le capteur Enlight.
c'est le système Yann en fait, et qui vous permet, enfin, excusez-moi, c'est le système 640G, Medtronic 640G, qui vous permet, en cas, avant d'arriver en hypoglycémie, d'arrêter la pompe, puisque le capteur Enlight va détecter la baisse de glycémie et va pouvoir prédire que d'ici quelques minutes, vous allez arriver en hypoglycémie. Et ce capteur permet d'arrêter, en fait, en communiquant avec la pompe, permet d'arrêter la pompe et éviter justement le passage en hypoglycémie. Et lorsque la glycémie remonte, à ce moment-là, la pompe repart d'elle-même. Donc ça peut être un système intéressant si vous faites des hypoglycémies sévères et que vous êtes sous pompe à insuline. Nini, vous me dites que vous êtes diabétique de type 2, sous metformine, dernière prise de sang, vous étiez à 1,02 g, c'était plutôt bien. Bon, gamma GT à 42, les gamma GT, ça n'a rien à voir avec le diabète, c'est un marqueur du foie. Il y a 3 mois, vous étiez à 1,80 g. Donc, c'est très bien, ça veut dire que votre traitement par metformine est efficace, votre glycémie à jeun est satisfaisante, il serait intéressant de voir l'hémoglobine D. Les gamma GT ont baissé aussi, donc on sait que les gamma GT montent, alors elles ne montent pas que lorsqu'on consomme de l'alcool. Les gamma GT montent aussi lorsqu'on a un foie gras, ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Et chez le diabétique de type 2 qui est en surpoids avec une répartition abdominale des graisses, on a souvent un foie qui est surchargé en graisse, qu'on appelle la stéatose hépatique. Et les gamma GT peuvent s'élever dans cette situation-là. Donc si vos gamma GT s'améliorent, ça veut dire que l'état de stéatose hépatique, s'il est présent au niveau de votre foie, s'améliore également. Alors, Ouria, vous me dites que vous êtes, que vous souhaitez arrêter l'insuline, vous voulez savoir comment procéder. Alors, il ne faut jamais arrêter une insulinothérapie seule, en tous les cas. Ouria, la première chose à savoir, c'est est-ce que vous êtes diabétique de type 1 ou diabétique de type 2. Si vous êtes type 1, on n'arrête pas l'insuline. Si vous êtes type 2, il faut en discuter avec votre diabétologue parce qu'il est possible, chez des patients qui restent insulino-résistants, enfin qui n'ont pas ce qu'on appelle d'insulinopénie, qui n'ont pas de manque d'insuline, mais qui sont plutôt insulino-résistants, de revoir les traitements et de préférer peut-être certains analogues du GLP-1 pour perdre du poids, ou voilà, reprendre de la metformine s'il avait été interrompu. Et ça peut permettre d'équilibrer un diabète sans insuline. Mais n'arrêtez surtout pas votre insuline seule et parlez à votre diabétologue. C'est lui qui vous dira ce qu'il est possible de faire ou pas. Olive, vous me dites qu'avant le confinement, vous n'aviez pas de traitement. Depuis le confinement, vous êtes sous comprimé, vous êtes devenu diabétique, vous étiez prédiabétique, votre hémoglobine glycée est à 6,3%. Alors, effectivement, vous étiez peut-être prédiabétique avant. Donc, prédiabétique, ça veut dire que la glycémie à jeun ne dépassait pas encore les 1,26 g. Et puis, avec le confinement, il y a moins d'activité physique. Peut-être que à ce moment-là, vos glycémies se sont déséquilibrées, vous êtes devenu diabétique. Si votre hémoglobine glycée est à 6,3% avec le traitement, c'est très bien. Si votre hémoglobine glycée est à 6,3% sans traitement, simplement sous règle diététique, on n'est pas dans l'urgence à mettre en place un traitement. On pourra surveiller votre hémoglobine glycée et démarrer un traitement si l'hémoglobine glycée est à plus de 6,5%. Là. Alors, Mamed, vous me dites que vous faites le ramadan, vous êtes diabétique de type 2. Le matin, le taux de glycémie est de 2,50 g, le soir de 1,51 g. Alors, est-ce que votre glycémie est à 2,50 g après justement avoir mangé le matin? Maintenant, le soir à 1,50 g, alors que vous avez passé la journée de jeûne, c'est quand même un peu élevé. Donc, est-ce que votre diabète était déjà équilibré avant le ramadan ou pas? Donc ça, ce serait des choses à préciser, puis peut-être appeler votre médecin pour voir s'il ne faut pas modifier votre traitement. Voilà, on arrive au terme de notre e-live. Je vois qu'on n'a plus de questions. Vous me remerciez, je suis enchantée d'avoir pu répondre à vos questions. Je vous remercie aussi, vous tous, beaucoup pour votre participation et vos questions qui sont toujours intéressantes. Mais je vous souhaite en tous les cas une bonne journée et puis un bon déconfinement si on peut souhaiter ça. Et surtout, prenez soin de vous et continuez à respecter les mesures barrières. Et n'hésitez pas à contacter votre médecin, même à vous rendre à l'hôpital si besoin, avec toutes les mesures de protection, si votre état de santé le nécessite. Ça, c'est très important, on insiste là-dessus. Il ne faut pas laisser une situation évoluer vers un état critique si on peut prendre en charge les problèmes de déséquilibre de diabète ou les comorbidités avant. Donc, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant avant tout et puis vos spécialistes si nécessaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.